Monsieur Ngom, la COPRAF, une structure qui est là pour le foncier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ses objectifs et comment vous comptez, vous, la COPRAF, aider les populations, aider aussi les investisseurs à être unis autour de la terre? Merci beaucoup. La COPRAF est composée de professionnels du foncier. C'est des experts fonciers, c'est des conseillers municipaux ou départementaux, c'est des chefs de village, c'est des usagers du foncier, des agriculteurs, des éleveurs. Donc, c'est un pool de personnes qui ont une expérience en matière de gestion foncière. C'est dans ce sens que cette communauté a été créée. Et un des objectifs phares, c'est justement comment faire pour instaurer un climat apaisé entre les communautés locales et les investisseurs. C'est cette thématique qui nous réunit aujourd'hui. Peut-être demain, on va réfléchir sur d'autres thématiques. Mais aujourd'hui, cette thématique, elle est d'actualité. Elle est d'actualité parce que nous avons cité tout de suite la loi de finances initiale de 2026 du Sénégal, qui veut faire du Sénégal une puissance agricole. Mais nous ne pouvons pas faire du Sénégal une puissance agricole si la gestion foncière ne se fait pas dans un climat apaisé. Donc, notre rôle, notre mission, c'est comment accompagner l'État à instaurer ce climat apaisé entre les investisseurs et les communautés locales. Et comment vous comptez le faire? Nous avons dit tout de suite le DISO. Le DISO, c'est fondamental au Sénégal. Non seulement c'est dans nos pratiques coutumières, mais également, vous avez suivi presque tous les échanges tournés autour de ça. Les communications avec les communautés, les consultations, les échanges, c'est ça le DISO. Aujourd'hui, nous avons réuni ce panel dans le cadre de ce DISO, c'est-à-dire comment réunir toutes les parties prenantes dans la salle. Vous avez vu parmi les panélistes, c'est le président de l'association des maires, c'est le président de l'association des chefs de village, c'est le représentant du patronat. Bref, voilà les principales parties prenantes de la gouvernance foncière qui étaient réunies. Et les échanges ont montré qu'un des facteurs de blocage, c'est la faible communication. Un des facteurs de blocage, c'est que très souvent, l'investisseur qui vient, il peut échanger avec les communautés, mais très souvent, on voit après des contraintes, des blocages de son système. C'est ce qui fait que nous avons interrogé globalement et le système de communication, c'est-à-dire que les cadres de concertation qu'on doit mettre en place, et également comment faire de sorte que les préoccupations et les intérêts de toutes les parties prenantes soient pris en charge. Nous avons pensé, nous avons reconnu qu'il y a des fortes recommandations qui sont sorties de cet atelier, par exemple sur le système d'indemnisation qu'il faut réinterroger, sur les cadres de concertation qu'il faut systématiquement mettre en place au niveau des différentes communautés pour fluidifier davantage les échanges, les consultations, la communication entre les investisseurs et les communautés locales. Parce que nous avons dit que s'il n'y a pas ce climat apaisé, on ne peut pas faire la promotion de l'investissement. Et comme nous l'avons déjà rappelé, le secteur privé est le moteur du développement économique du Sénégal. Les communautés locales également ont besoin de ces investissements pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, comment faire pour que ces deux parties prenantes trouvent un terrain d'entente? C'est ça l'objectif de ce panel. Et, alhamdoulilah, on a recueilli assez de bonnes recommandations qui vont enrichir la note politique qu'on va élaborer et qui sera destinée aux autorités compétentes. Au cours des échanges, le volet juridique a occupé une grande place. Cependant, quel cadre juridique mettre en place pour quand même corriger les divergences et les incohérences? Mais tout à fait, parce qu'en fait, le foncier, il est global. Il touche plusieurs textes. Vous avez noté dans les échanges que beaucoup ont insisté sur la communication, sur la mise en place de cadres de concertation, de consultation, etc. Maintenant, quand nous avons interrogé le Code général des collectivités territoriales, l'article 7 nous dit que le conseil municipal peut mettre en place des cadres de concertation. Le Code ne dit pas que le conseil municipal doit mettre en place. L'article 83 du Code général dit que les populations locales, les citoyens peuvent mettre en place un cadre de concertation. Là également, le Code ne dit pas que les citoyens doivent. Vous voyez un peu. Donc, tout le monde dit que c'est pertinent de mettre en place ces cadres de dialogue, mais le cadre juridique dit que
ces cadres peuvent être mis en place. Vous avez entendu également un maire qui dit, avant de prendre une décision, il envoie sa commission domaniale. Mais la commission domaniale elle-même n'est pas obligatoire. Le conseil municipal peut ne pas mettre en place une commission domaniale. C'est l'article 156 du Code général. Le conseil municipal peut mettre en place des commissions. Ça veut dire que si le conseil municipal ne met pas en place une commission domaniale, il ne viole pas la loi. Donc il faut aller dans le sens de la mise en place systématique de ces cadres de dialogue et d'échange entre les populations, les collectivités territoriales et l'investisseur qui veut intervenir dans la communauté. D'accord. Bon, ñu ko tënkalee ci olof monsieur Ngom tey COPRAF mu di ab benn kundu la moo ko tax a jug ñu gis ni tamit comme ni nga ko waxee rek dafa nekk benn structure boo xam ne faaw ñu waxtaanee ko teg ay cadres yu mën a permettre askan ñi nga xam ne ñooy investisseurs yi ak ñi nga xam ne ñoom seeni suuf nu nu mën a àndee d'accord ci nekkin gi ak dëkkin gi. waaw COPRAF dafa doon benn kuréel boo xam ne ñi si nekk mooy ñi nga xam ne dañoo tàmm di liggéey ci biir suuf mun na nekk ay experts fonciers mun na nekk ay consultants fonciers mën na nekk ay conseillers municipaux yi nga xam ne dañuy joxe ak jël suuf mun na nekk ay chefs de village donc mun na nekk ay béykat mun na nekk ay sàmmkat ñooñu ñëpp ñu am seen expérience ñoo toog ba jimi jamono ñu ne war na ñoo toog nag ñu teg benn kuréel foofu la COPRAF juddoo. kon COPRAF dafa am ay béykat ci biir am ay sàmmkat ci biir am ay consultants ci biir am ay experts ci biir am ay élus ci biir léegi COPRAF nag dafa ne lenn lu ëpp solo ci liggéeyam mooy di bind. waaw dañu ne nag balaa ñuy bind nag du ñu tëju suñu bureau bind mais balaa ñuy bind dañuy dajale askan bi loolu nag moo waral daje tey bi tey dañu war a bind ci naka la ñuy def ba jàmm am diggante village yi ki am alalam bëggu ñëw investir parce que dañ gis Sénégal ne foofu dafa bëri coow yenn saa yi sax nit dina si ñàkk bakken ci mbirum coowal suuf moo tax ñu ne ñun li ñuy njëkk attaqué mooy naka la ñuy def ba jàmm am diggante investisseur bi ñëw ak village bi nga xam ne moom la fekk si moo tax ñu dajale tey président association des maires dajale fi président association des chefs de village dajale fi représentant patronat ak service état bi ay APIX ak président sax yónnee na ab ministre mu teew fi pour ñu xool ñun ñëpp ku ci nekk wax sa xalaat naka la ñuy def ba jàmm mën a am diggante investisseurs yi ak communauté locale ba nga xam ne ku ci nekk di nga si gis sa bopp. bi ñu waxtaanee nag parce que ñun dañu ne diisoo moom moo lal COPRAF diisoo waxtaan diisoo dafa bokk sax suñu aada dafa bokk sax suñu cosaan diisoo boobu nag moo waral waxtaanu tey bi nag li ñu fi taataan ci xam-xam ci xalaat am na solo lool jàpp naa ne bu ñu fi génnee document bi ñu si nar a bind dina amal njëriñ askan bi dina amal njëriñ autorités yi nga xam ne aussi ñoom tey annoncé nañu ne dañoo war a def réforme foncière lii ñu fi nar a génnee tey déjà dina annoncé ay piste de réforme foncière lan lañu war a coppi si suñu loi yi fi nekk tey ba nga xam ne dina gën a méngoo ak jamono dina gën a méngoo ak xalaat yi nga xam ne génn na fi tey parce que su ngeen xoolee tey xalaat yi fi génn bi ci ëpp solo mooy naka la ñuy def ba gën a rataxal diggante investisseurs yi ak communauté yi mais bu ñu xoolee suñu loi yi ratax boobu des na li fi génn tey aussi mooy naka la ñuy def ba bu ñu demee ba war a jël sa suuf ndàmpaay bi ñu lay jox soo ko jotee di nga si mën a liggéey leneen mais tey jii bu ñu xoolee suñu loi yi aussi daanaka boo jëlee loi domaine national daanaka amul ndàmpaay surtout que suuf bi nga xam ne yow defoo fa garab defoo fa dara daanaka amul ndàmpaay donc diisoo yooyu nga xam ne moo fi génn recommandation yi fi nar a génn nga xam ne dinañ ko jébbal ñëpp ñi nga xam ne ñooy kilifa yi loolu dafa war a bokk ci war a contribuer pour ñu am benn réforme foncière Sénégal boo xam ne ñëpp dinañ si gis seen bopp. jërëjëf merci beaucoup. Merci. jërëjëf. Les communautés locales et les investisseurs. Nous allons réfléchir ensemble et nous avons invité des praticiens du foncier. C'est le patronat qui est représenté ici aujourd'hui par colonel Mbarek Diop. Ce sont les collectivités territoriales qui gèrent ce foncier, qui sont représentées ici par leur président, le président de l'AMS. Et ce sont particulièrement les communautés locales, les villages, et qui sont représentés ici par le président de l'Association nationale des chefs de village. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux choisir que ces panélistes pour traiter cette thématique.
On démarre par vous inviter à rejoindre notre présidium sommaire. Mon colonel, en tant que représentant du patronat, nous vous invitons à rejoindre, comme j'ai dit tout de suite, nous avons un présidium très sommaire, mais vous êtes des praticiens. C'est bon, c'est bon? Bon. Tu peux entre-temps préparer sa présentation, c'est déjà bon. Monsieur le Président de l'AMS, nous vous invitons également à venir rejoindre votre siège. Major Faye, président de l'Association nationale des chefs de village. Oui, oui. PowerPoint, oui. C'est bon. Ou bien est-ce que tu souhaites que ceux qui sont en ligne se... C'est bon. Tu peux leur demander juste de se présenter sur le chat. Voilà, ceux qui sont en ligne, ils peuvent directement se présenter sur le chat. Et après, nous, on va faire un tour de table. Alors, donc, on démarre par la présentation du patronat. Donc, ils ont tenu à faire une présentation PowerPoint. Est-ce que ça marche? Ça marche. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre, les de vous revoir, on a eu à travailler ensemble avant, c'est une personne de qualité. Monsieur le Président de la COPRA, Monsieur le Président de l'Association des maires, Monsieur le Président de l'Association des chefs de village, Mesdames et Messieurs, chers participants, chacun en état de qualité. Je suis donc le colonel Mike Diop, ingénieur des ponts de chaussée. Après 35 ans dans l'armée, j'ai pris ma retraite anticipée et depuis 20 ans, je suis dans le secteur privé. J'ai occupé des fonctions de direction, d'administrateur, etc. Maintenant, je suis membre de la COP, je suis membre de l'Organisation nationale de défense BTP, je suis aussi administrateur de MAS Sénégal. MAS, c'est un référentiel santé, sécurité et environnement. Voilà. Je vais passer dans le vif du sujet. Vous savez, donc, je suis très heureux vraiment d'être ici. Au nom du patronat, du Conseil national du patronat, présidé par Brady Haïm. Vous savez que le patronat sénégalais a décidé de donner à 15 de la CNP. Par une seule et même voix. Et le président du CNP, aujourd'hui président de Business Africa, c'est-à-dire que le patron des patrons africains. C'est une fierté pour nous. Le terme vraiment est un terme très très actuel. Le foncier, c'est un instrument essentiel, vous l'avez dit, monsieur le Président, pour le secteur privé qui est le moteur du développement. L'État est là pour créer un climat, mais c'est le secteur privé qui crée les emplois, qui crée la richesse. Donc, nous sommes vraiment là pour contribuer à cette réflexion. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on m'a posé 4 questions. 4 questions au patronat. Je vais les développer une à une. Compte tenu du temps, je vais essayer d'aller vite. La première question, c'est que faire pour installer ces principes paix entre investisseurs et communautés locales. Pour cela, nous avons pensé qu'il faut d'abord établir la confiance par la transparence. Il faut partager très tôt les objectifs, les impacts et les bénéfices et les risques de n'importe quel projet. Il faut fournir des informations qui sont compréhensibles par tous. Les cartes, les limites exactes, la durée des coûts, les engagements sociaux
et environnementaux, etc. Ensuite, pour répondre à cette question également, nous avons dit qu'il faut co-construire avec les communautés locales. En quoi faisant, il faut organiser des consultations préalables obligatoires en présence de toutes les autorités locales, des chefs de village, des associations, des jeunes et des femmes. Nous pensons également qu'il faut mettre en place des comités locaux de suivi en association, les collectivités territoriales, la communauté des investisseurs. Ensuite, toujours dans cette première question, un troisième point, c'est qu'il faut, à notre avis, mettre la communauté au cœur de la valorisation. La paix s'installe lorsque les populations sont bénéficiaires directs en termes d'emplois locaux, en termes de sous-traitance locale, d'infrastructures partagées, que ce soit les forages, les pistes rurales, les écoles, les dispensaires, etc. Et également un fonds de développement communautaire. Ce fonds-là doit être créé. S'il n'y a pas d'argent, pourquoi aller loin? Ensuite, nous avons une quatrième réflexion, toujours dans cette première question. Nous pensons qu'il faut sécuriser les droits fonciers. Parce que les tensions naissent souvent de la méconnaissance ou de la contestation des droits. Je suis là depuis, mes parents étaient là, mais mes arrière-grands-pères, donc le terrain, la terre m'appartient, c'est un droit. Alors nous plaidons pour une clarification préalable des droits coutumiers existants. Une procédure également transparente d'affectation et de désaffectation, ainsi qu'une compensation juste et documentée des personnes impactées. Ça, c'est un esprit de justice et de transparence. On ne peut pas venir amener un investisseur qui donnait 5000 hectares dans un domaine où il y avait des populations qui étaient installées depuis, je ne sais pas, au moins des dizaines ou des centaines d'années. Ensuite, pour ce premier point, nous avons conclu simplement en disant que la paix se construit lorsqu'on passe du modèle investissement suivi au modèle investissement partagé. Nous passons à la question suivante qui m'a été posée. Comment appréciez-vous les réformes déjà faites, telles que le code des investissements, les aides, etc. En tout cas, le secteur privé salue toutes ces réformes engagées par l'État, qui vont toutes dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. Vous savez, sans un climat des affaires clair, apaisé, le secteur privé ne peut pas évoluer. Tous les pays qui sont sortis, qui sont devenus émergents, on a facilité, on a créé un climat des affaires qui a permis à ce secteur privé de se développer. Quand on prend le code de l'investissement, eh bien, il offre une visibilité juridique et fiscale. Il favorise les investisseurs, encourage les PME nationales à se formaliser. Il introduit une logique d'investissement productif orientée vers l'emploi et les exportations. Quand on prend les zones économiques spéciales, les S, elles créent des écosystèmes structurés où l'accès aux fonciers est maîtrisé, ce qui limite les conflits. Elle renforce également l'intégration des chaînes de valeur industrielle. Et elle permet une prévisibilité qui est très appréciée par les investisseurs. Vous savez, quand l'investisseur ne voit pas clair, il se retient. Quand le climat n'est pas très clair, les investisseurs ne viennent pas. Donc, nous sommes très favorables pour ces zones économiques spéciales. Quand on passe au mécanisme de facilitation, comme l'APIX, guichet unique, déjà dans la note de cadrage, on a rappelé les objectifs de la stratégie nationale de développement 2025-2029 et de bâtir un cadre des affaires attractif pour les investisseurs. Ça, c'est un bon point pour nous. Les réformes facilitent la délivrance des titres. Il ne faut pas qu'on ait un parcours du combattant pour avoir un titre. Ça sera facilité, c'est pour ça que l'APIX avec le guichet unique vraiment facilite
l'accession à certains titres, la sécurisation des transactions, le traitement plus rapide des projets. Quand on doit perdre 1 an, 2 ans pour monter son projet pour avoir des titres, vraiment, ce n'est pas intéressant pour l'investisseur. Mais malgré ces avancées, il faut souligner que le foncier demeure la première contrainte, comme souligné dans le document de cadrage. On m'a posé une troisième question. Que pensez-vous que d'autres réformes devraient être envisagées? Nous disons oui. Nous disons oui. Et nous avons dégagé 3 priorités qui, à notre avis, émergent. La première, c'est la réforme foncière structurelle. La réforme annoncée dans l'agenda Sénégal 2050 est cruciale. Et nous l'attendons avec beaucoup d'intérêt. Cette réforme doit viser une clarification des statuts fonciers. Domaine national, terres coutumières, titres privés. Un cadre unifié de gestion foncière locale. Une base de données foncières géoréférencées. Il faut utiliser aujourd'hui la digitalisation pour aller vite. J'ai visité la direction de l'aménagement du territoire, ils ont des outils formidables, mais ce n'est pas encore descendu au niveau local. Alors, au niveau de la normalisation, professionnalisation du processus, nous pensons qu'il faut des normes claires pour les études d'impact social et environnemental. Nous pensons qu'il faut un processus harmonisé pour les compensations et les indemnisations. Et nous pensons qu'il y a une obligation de diagnostic participatif avant tout projet à instance foncière. Nous pensons aussi, au niveau de la responsabilité sociale obligatoire, qu'il faut introduire dans les grands projets un plan de développement communautaire qui doit être obligatoire. Il faut aussi un pourcentage minimal d'emplois locaux. On m'a raconté une histoire que un pays que vous parlez a amené ses propres ouvriers, même des anciens prisonniers, qu'on a amené. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez qui c'est. Il faut un reporting annuel de conformité. Alors, la 4e question qu'on nous a posée, c'est quelles recommandations formulez-vous au nom du patronat? Nous avons dit qu'il faut créer ce que nous appelons un pacte national de l'investissement responsable. Le pacte doit être tripartite, État, collectivité, secteur privé, en engageant chaque acteur dans la transparence, la consultation, dans le respect des engagements et même prévoir des sanctions en cas de manquement. Quand on prend des engagements, il faut les respecter. Alors, il faut, à notre avis, mettre en place ce que nous appelons un guichet unique foncier. Ce guichet unique foncier a pour but de centraliser toutes les informations sur les titres. Aujourd'hui, vous avez la conservation foncière qui est là, mais on sait dans quelles conditions ça travaille. Il faut digitaliser tout ça, il faut moderniser et faire quelque chose de beaucoup plus complet. Il faut éviter les chevauchements, les duplications, des erreurs. Il y en a beaucoup d'erreurs. Une fois dans 2 communautés rurales adjacentes, moi j'ai un cousin qui a un terrain à Dias, l'autre lui dit c'est pas à Dias. Il y a un problème pour savoir dans quelle communauté rurale son terrain appartient. Il faut sécuriser les investisseurs comme les communautés. Donc le guichet unique foncier est vraiment une proposition du secteur privé. Ensuite, nous pensons, comme 3e proposition, d'institutionnaliser les comités locaux de concertation foncière, qui sont composés de maires, de chefs de village, ne pas oublier les jeunes, les femmes, les OC, les investisseurs. Ce sera une instance transparente, mais pas seulement en période de crise. On a l'habitude de créer ces comités quand il y a la crise. Non, il faut que ce soit permanent. Ensuite, comme 4e proposition, nous voulons promouvoir le modèle de partenariat inclusif en
définissant, en précisant des emplois locaux prioritaires, en encourageant la sous-traitance locale, en l'aidant à être structurée, en encourageant des programmes RSE intégrés et également en créant un fonds de compensation géré conjointement. Ensuite, cinquième proposition, nous souhaitons accélérer la réforme foncière nationale. Moi, je me rappelle que Souran, il avait une grande commission. Moi, j'avais participé avec lui. On a fait le tour du Sénégal. Où sont ces rapports? Donc, il faut accélérer la réforme foncière. Il faut moderniser notre cadastre en utilisant les outils de digitalisation. Il faut clarifier le régime des terres du domaine national et sécuriser les droits coutumiers reconnus comme des droits réels. Tant qu'on n'a pas fait ça, on n'aura pas la paix. En termes de recommandations, nous en faisons 6. Première recommandation, clarification juridique et reconnaissance encadrée des droits coutumiers dans la réforme foncière. Deuxième recommandation, créer un registre foncier national unique, géolocalisé et public, accessible. Vous avez sur Internet, vous tapez, vous savez la nature de tel terrain. Troisième proposition, recommandation, il faut une commission locale d'investissement à incidence foncière. Commission locale d'investissement à incidence foncière, que j'ai appelé CLIF, dans chaque commune. Quatrième recommandation, un accord social préalable et obligatoire avant tout projet. On ne vient pas imposer, comme ça s'est passé dans certaines localités, où donc un investisseur, 1000 hectares, 5000 hectares, sans qu'il y ait un accord préalable. Après, les populations se soulèvent. Et l'État est obligé de reculer. Cinquième recommandation, des contrats sociaux fonciers qui définissent des retombées locales obligatoires. Sixième et dernière recommandation, il faut renforcer les capacités techniques des collectivités et des communautés grâce à un appui national structuré. Je crois que M. le président de l'association des maires, le président de l'association des chefs de village, notamment, ils ont besoin de renforcement des capacités. Alors, en conclusion, le secteur privé, nous pensons que le foncier ne doit pas être une source de conflit, mais une opportunité de développement partagé. Comme c'est dit dans la note de cadrage, l'investissement ne peut prospérer que dans la paix, la sécurité et la stabilité. Donc, le Conseil national du patronat, en tout cas à travers ma modeste personne, réaffirme sa volonté à travailler aux côtés de l'État, des collectivités, des communautés locales pour construire un modèle sénégalais d'investissement durable, inclusif et apaisé. Je vous remercie de votre attention. Et je vais me répéter. Le foncier, la terre appartient au bon Dieu. C'est la terre c'est Dieu qui nous a placé cette planète Terre pour qu'on l'utilise. Et on essaie de vendre cette planète Terre pour 2 jours. Actuellement, ce qu'on est en train de craindre, actuellement, on vend la terre partout. Et nous, chefs de village, nous demandons, nous interdisons vraiment cette vente irrégulière. Parce que les gens qui vont en mer, là, qui tombent dans l'eau, c'est pourquoi nous avons de ngay sa suuf 1 hectare yóbbu 2 enfants en Espagne dañu egg. Vous perdez la terre, vous perdez l'argent et vous perdez vos enfants.
Et cette terre-là, c'est lui qui l'a acheté à un papier, comme il l'a dit tout à l'heure. Donc, comme vous le dites, sécuriser. Il faut qu'on essaie de sécuriser cette terre. Le foncier, il faut que nous sécurisions. Pour une côté boule. Dans 10 ans, vous parlez de 2050. Avant 2050, vous n'aurez plus rien pour développer le Sénégal. Donc, je demande, vous, maires, nos communautés, nous devons faire des halats sur nos hôtels. Nous sommes en train de vendre. Mais nos enfants n'auront plus rien à vendre, ils vont se vendre. On va les acheter. On vend notre terre et on va acheter nos enfants. Et le danger, les investisseurs des millions viennent sous-exploiter nos enfants. Nous devons faire des ligues. D'une façon précaire, nous n'avons pas d'argent. Loolu moom ñu def ci attention bu baax a baax man léegi ñi nga xam ne ñoo organisé lii ce que je recommande moi président national des chefs de village ce que j'ai dit tout à l'heure à la fin de mon discours j'ai dit que à la sortie de ce salle-là on va sensibiliser tous les chefs du Sénégal, tous les chefs du village pour nous sensibiliser les populations sur ce qu'on est en train de faire. Li ñu waxtaane nii nañu chef du village yëpp jéem a waxtaan ak population yi sur les risques, les causes de ce problème, les solutions pour nekk xalaat apporter une solution ñu joxaat ñu dellu si leen ko. Les solutions ne sont pas terminées. Les causes, il y a des causes profondes yoo xam ne wax nañu ko fii sax te loolu war nañ ci waxtaan ak bu baax a baax a baax. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous livrent tous. Ensuite, par le fait que quand des experts comme vous êtes réunis dans un cadre, ne pas venir, c'est rater quelque chose. Donc, on ne peut pas être aussi à des niveaux de prise de décision si on n'alimente pas sa connaissance, si on ne se remet pas à jour. C'est pourquoi vraiment j'ai tenu à bousculer tout mon agenda et à être là. Et je suis là. Et ensuite, en petit détail, je ne suis pas venu en retard parce que je suis venu depuis 15 heures. Tout à fait. C'est était en train de déjeuner. C'est pour ça. Alors, je voudrais juste vous dire que c'est une fierté de venir, je l'ai dit, mais je pense que c'est une opportunité de mobiliser des expertises diverses et variées pour servir justement d'éléments de prise de décision politique. Et je crois que ce pays ne pourra être construit que par tous et par toutes. Donc le fait que des experts se mobilisent, et qui sont des praticiens justement, qui ont une longue expérience sur ces questions, se mobilisent et mettent généreusement leurs connaissances, leur capitalisation, leurs efforts, et vraiment on ne peut que saluer cela, et je voudrais vraiment, au nom de Son Excellence le Président de la République, saluer cette initiative, parce que vous m'avez invité en tant que représentant qui vient de la présidence, donc je m'honore, et j'avoue que je suis plus venu pour apprendre. Donc le temps n'est pas au discours, le temps est à écouter les grands experts qui vont faire le panel. Et franchement, je suis très ravi d'être là. Et donc, merci encore pour cette opportunité que vous m'offrez. Merci. Merci. Ils doivent faire partie des acteurs de développement de la localité. Et ça, c'est ce que les chefs du village ont vraiment demandé à l'État de dire aux investisseurs qu'on les soutienne, qu'on veut qu'ils viennent auprès de nous travailler, développer le Sénégal, mais seulement qu'ils se considèrent comme des acteurs de développement, mais pas seulement comme acteurs d'exploitation. Maintenant, la troisième question, c'est une question complexe. On me dit de donner des exemples. Les exemples, tous les jours, on peut rester là jusqu'à demain, on ne les finira pas. Mais le chef d'État est là, vraiment comme un acteur de mettre un acteur pour la paix. Alors, chaque jour, on interpelle. Chaque jour, on a des cas sociaux à régler.
soit sur le cas foncier, soit sur entre éleveurs et agriculteurs. Et le problème crucial qu'on m'a confié, c'est le cas social qui a été un conflit qui a été réglé vraiment à l'amiable par les autorités locales et la communauté. C'est le problème de Thiès, le problème de Thiès, les ICS de Thiès. Tout récemment, les mois passés, jusqu'au mois de mai, il y avait un conflit intense où les populations étaient vraiment inquiètes parce qu'ils n'avaient plus, les routes étaient barrées, l'économie ne marchait plus, le commerce ne marchait plus, les populations étaient vraiment agressées. Et maintenant, les communautés ont interpellé les autorités qui ont vraiment mis la glace sur le pot et ce problème-là a été réglé. Actuellement, vraiment, la paix est revenue à Thiès, dans les ICS de Thiès, parce que les investisseurs ont compris, ont réglé le problème à l'amiable avec la communauté. Et dans mon village, dans mon département Fatick, il y a un problème à Fimela, vous connaissez le problème de Fimela. Les investisseurs sont venus, ils ont voulu exploiter du sel. On vous disait dans vos papiers que c'est 12 000 km, 12 000 hectares, mais c'est plus que cela. Entendez-moi ou comprenez-moi, une communauté qui n'a aucune activité que l'activité de la pêche, l'exploitation du sel et l'agriculture, et vous voulez tout prendre, tout le morceau de terre, où on cultive, où on pêche, où on fait toutes nos activités, ils prennent tout. Et vous devenez, vous allez où? Ça, c'est délocaliser tout le monde pour les amener en France. La population a dit, mais maintenant, prenez un morceau, mais laissez-nous un morceau pour survivre, pour mener nos activités. C'était pas compris. Les populations sont révoltées et le projet a été mis à l'eau et ça s'est arrêté. Donc, vraiment, je ne sais pas, je suis élève pour vous expliquer les problèmes qui se posent, les causes des conflits. Je vous ai donné exactement les recommandations de ce village pour qu'il y ait de la paix. C'est la recommandation, monsieur le ministre. Les investisseurs, on veut parce qu'ils développent notre pays. Mais seulement pour exploiter et partir, il faudrait qu'ils soient acteurs de développement, qu'ils participent au développement du pays. Participer, je ne dis pas participer, parce qu'en fait, on ne leur donne pas la tête gratuitement, mais quand même qu'ils se considèrent comme membres actifs de la communauté pour une cohabitation vraiment paisible, c'est vraiment ça, mettre la tête. Et en conclusion, pour terminer, nos chefs de l'État, monsieur le ministre, vous, président des ministres des maires du Sénégal, ce que nous demandons, ce que les chefs du village m'ont recommandé, c'est de prier pour qu'il y ait zéro conflit suivi de meurtre. C'est une bonne conclusion. C'est une très bonne conclusion. C'est une très bonne conclusion, Monsieur le Président, parce que c'est l'objectif que nous cherchons. Si nous sommes là aujourd'hui pour discuter sur cette thématique, notre objectif c'est quoi? C'est d'instaurer un climat apaisé entre les communautés locales et les investisseurs. Donc, on cherche la paix sociale. Mais, Monsieur le ministre, moi, en écoutant le président de l'association des chefs de village, j'ai comme l'impression que c'est lui qui a écrit l'allocution du président de la République lors du Salon international sur les mines. Parce que disait le président, c'était le 4 novembre passé, que les investisseurs ne doivent pas être de simples exploitants, mais des acteurs de progrès du développement local.
C'est exactement ce qu'il a dit dans son allocution. Alors, Monsieur le Président de l'Association des maires, le représentant du secteur privé a soulevé quelques problèmes concernant nos collectivités territoriales. Le chef de village également en a parlé. Par exemple, la délimitation entre les collectivités territoriales. Mais vous avez l'une des premières responsabilités, parce que l'essentiel des terres du Sénégal, qui relèvent du domaine national, ces terres sont directement transférées aux collectivités territoriales. Ça veut dire que les investisseurs, en général, passent par les collectivités territoriales pour accéder aux fonciers. Le chef de village a déploré la faible communication entre les investisseurs et les communautés, mais les collectivités territoriales également sont partie prenante dans ces discussions, dans ces négociations. Bref, vous êtes le pilier central de cette thématique que nous sommes en train d'aborder. Nous vous donnons la parole pour partager avec l'assistance vos éclairages, vos expériences et surtout les recommandations que vous formulez pour atteindre cet objectif dont parlait tout de suite le président de l'association des chefs de village, c'est d'avoir zéro conflit dans le développement territorial. Merci beaucoup, Kader. Merci aux autres panélistes et aux collègues qui sont là. Je voulais à mon tour dire tout le plaisir que j'ai. Je vais d'abord me présenter que je suis Oumar Ba et j'ai la fierté d'être le maire de Madame Diaye. Elle est dans la salle, mais elle est de l'autre côté. Si, Madame Bodia. Madame Bodia. Qui c'est Donc je suis le maire de la commune de Diop. Je disais que je remercie ceux qui ont organisé les COPRAF, qui est l'initiateur de cette rencontre. Et je les félicite pour la présentation de tout à l'heure. J'y reviendrai. Je voudrais également dire que notre présence est une obligation pour la bonne et simple raison que ceux qui sont là, la plupart membres, je les ai invités à des manifestations depuis 10 ans, 15 ans, que je les invite et ils veulent en tout cas participer à nos rencontres et nous faire part de leur contribution. Mais c'est comme ils m'ont piégé aujourd'hui, puisque les questions qu'ils me posent, quand je les avais, c'est eux que j'appelais pour qu'ils les répondent. Mais aujourd'hui, ils vont mettre de l'autre côté, donc de la table. C'est comme si c'était un piège, ou bien c'était une manière de voir si j'ai bien appris, si j'ai bien compris la leçon. Alors, je voulais d'abord rappeler quelque chose, Kader en a parlé tout à l'heure. Les maires, ils jouent un rôle important dans la gestion des terres. Nous participons à la gestion des terres et je vais m'expliquer sur cela. Nous ne sommes pas les seuls acteurs qui gèrent la terre. Je le précise, puisque à chaque fois qu'il y a des conflits, comme nous avons un problème, maire de ils vendent le sol, mais fait cela. Mais vous savez mieux que moi que toute délibération de maire ne peut être valable que lorsqu'elle est approuvée par l'autorité administrative. C'est comme ça, non? Tout à fait. Donc, s'il y a mal donne quelque part, s'il y a mauvaise gestion quelque part, s'il y a ça et quelque part les terres, ce n'est pas seulement les maires, peut-être que les maires ils ont un dollar, mais amul kenn ku mën am suuf nga jure ko te le préfet, le sous-préfet ou le gouverneur n'a pas approuvé cette décision. Donc je pense que aussi ça c'est une clarification assez importante que je voulais rappeler. C'est évident, mais on ne le dit pas souvent. Pourquoi c'est bon de le dire? C'est pour qu'on évite de stigmatiser et qu'on évite, puisqu'on doit dialoguer. Si on doit échanger, dialoguer, il ne faut pas qu'on stigmatise. Si je me sens stigmatisé, je ne produis plus. Je ne fais plus dans une logique de co-construction, je deviens dans une logique de me défendre et de dire que ce n'est pas moi et ce n'est pas moi seul. Donc il n'y a plus de dialogue. Je pense que c'est pourquoi il faut que cette question fondamentale, qu'on puisse d'abord l'élucider. La deuxième chose que je voulais dire est que
l'essentiel des... Je vais réciter une leçon de Kader qu'il m'avait faite à Lyon. Parce que c'est ça qu'il faut que je dise. Pour répondre, et quelle est la cause des conflits? Il y a une cause qu'on va illustrer, et je prends l'exemple qu'il avait donné pour me l'apprendre. C'est que quand tu as 2 enfants, chaque jour, tu prends le petit déjeuner et tu achètes le pain, il n'y a pas de problème. Chacun prend sa part, il y en a assez. 2, 3 enfants, il y a un peu de tapage, mais après, ça s'équilibre. Mais quand ils seront 5, 6 autour du pain et que tu n'as pas augmenté le pain et que le nombre d'enfants augmente, nécessairement, vous allez entendre des tiraillements. Et c'est l'exemple de la terre. Les besoins augmentent, les populations augmentent, et que les Sérères n'ont pas encore trouvé la magie nécessaire pour augmenter l'espace, pour qu'on puisse investir. Donc c'est ça un peu, voilà une cause objective. La pression est forte. Donc ça c'est une cause structurelle de base qu'on ne peut pas élucider. Il faut la prendre en compte pour pouvoir dire, comme ce n'est pas suffisant, comment rationaliser sans détruire. C'est toute une conception donc, du développement agricole, de rural, comment rationaliser, renforcer la qualité du sol. Ce n'est pas des questions annexes, c'est des questions de base. Puisqu'on n'en a pas assez, il faut bien entretenir ce que nous avons déjà. Ceci dit, je saute sur les questions objectives, puisque j'ai entendu mon colonel, le président des chefs de village, sur les causes. On les connaît. Je vais m'appesantir simplement sur certaines causes subjectives. Les autres, j'approuve ce que vous avez dit. Quelle est la cause subjective? C'est que entre l'entrepreneur qui est là et le paysan comme moi qui est là de notre côté, nous n'avons pas la même perception de la terre. Nous n'avons pas la même conception de la terre. Mon collègue a dit tout à l'heure que la terre est un intrant important. Je pense que c'est ce que vous avez dit. Mais justement, pour que le pays, pour l'entrepreneur, la terre est un intrant important. Mais pour le paysan qui est là, la terre c'est autre chose. C'est pas un moyen d'accumulation de richesse, c'est d'abord un moyen de survie. Il vit de ça, et sa vie dépend de ça. Je pense qu'il faut partir de là pour pouvoir comprendre tout ce qui va suivre après. On n'a pas il y a ces 2 perceptions différentes. Et en plus, pour le paysan, la terre, ce n'est pas simplement une terre. C'est toute une histoire. C'est la terre de mon père. C'est la terre de mes ancêtres. Ces connotations subjectives, si on ne les prend pas en compte, on ne comprendra pas la réaction du paysan. Et comprendre que cela, on peut dire oui, il n'a pas le droit, ça a changé, la loi du domaine national a dit, mais ça, le paysan ne comprend pas. Ce qu'il y a au-dessus de tout, ça c'est la terre de mon père. Que toute autre chose n'est pas valable. Même quand tu as la délibération, tu as le titre foncier, ce n'est pas valable. Dans sa tête, c'est comme ça, c'est la terre de son père. Et que, donc vous voyez un peu cette confrontation qui peut se poser à ce niveau-là à cause de cette différence de perception. L'entrepreneur cherche une validation juridique, un titre qui la garantit que je peux investir sans problème, que je peux vendre, que je peux amener à la banque pour percevoir. Mais cette validation juridique, elle est légale, mais elle ne vaut rien près de la validation sociale, de l'acceptation sociale. Si l'entrepreneur se présente dans mon village, voilà mon titre foncier de 100 terres, je vais investir, je vais faire ceci. Les Sérères te disent, ils se mobilisent, ils déterrent les haches et les coups de coude. Qu'est-ce qui va se faire? Mais l'autorité va arrêter et plaider en faveur des paysans. Et ça s'est passé, vous avez cité des cas et il y en a d'autres. Donc, cette validation juridique à elle seule, elle est légale, il n'y a pas de souci. On peut aller consulter, prendre des avocats, mais elle ne résiste pas
à la pression populaire. Il faut chercher la validation sociale, l'acceptation sociale avant la validation juridique. C'est en ce moment qu'elle peut avoir un pouvoir. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais la réalité des faits, elle est comme ça. Le troisième niveau, sur lequel je voulais encore attirer l'attention, je disais que la terre c'est pour survivre. L'entrepreneur qui vient, il veut une affectation. Il veut un titre foncier, admettons. Ce n'est pas toujours peut-être le cas. Mais il veut un titre définitif. Que pendant X années, c'est pour lui et c'est définitif. Mais le sérieux qui est dans son village, là, c'est qu'il dit, mais et mes enfants, quand ils seront, qu'est-ce qu'ils auront, qu'est-ce que je vais leur léguer? Et le fait de savoir que si je donne à ce monsieur, c'est définitif, donc ça amène des crispations. Donc il faut revoir le mode de fonctionnement. Pourquoi pas réfléchir sur d'autres modes de contrat qui permet que tu veux investir pendant 5 ans, moi je te donne ma terre et voilà les modalités. Je dis n'importe quoi, peut-être que ce n'est pas encore légal, mais au moins, le chef le paysan qui est là, c'est qu'à bout de 5 ans, cette terre-là, ou bien je peux la récupérer au bout de 10 ans. Ça permet d'atténuer et de favoriser la validation sociale dont je parlais tout à l'heure. Mais le fait de penser que si je te le donne, c'est définitif, alors là, ça posera problème. Même si je te la donne, après je vais aller mobiliser les paysans et leur dire qu'il y a le maire qui veut prendre mes terres, même si ce n'est pas tellement le cas. Je pense qu'il y a ces différences de perception également qui méritent d'être clarifiées. L'autre élément, je vais quand même parler des maires, puisque sinon on va dire que je plaide pour ma chapelle. Il y a le fait aussi des délibérations, que le maire, il peut faire des délibérations, puisque le pouvoir lui donne des délibérations. Il va se retrouver au sein de sa commission, donner un dossier à sa commission domaniale, qui est composée souvent de 5 personnes, qui font un rapport, qui présentent au conseil municipal, le conseil municipal valide. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Le monsieur a sa délibération. Mais en fait, les acteurs qui sont dans le village, ils ne sont pas informés, ils ne sont pas concertés, et dans leur tête, tu as beau leur dire que c'est la délibération, eux, je vous dis, c'est la tête de leur père. Et cette valeur subjective-là, il faut qu'on la prenne en compte. J'étais directeur d'une institution de microcrédit. Et quand on prenait la garantie, on te donne 3 millions, 4 millions, moi j'acceptais des garanties que tu donnes à la maison de ton père, exactement, même si ça ne fait pas 600 000 francs. Mais là, une fois, au bout de Djibou, même si c'est des millions, je vais te payer, je n'accepterai pas. Ce n'est pas une valeur qu'on peut calculer sur la base du coût du mètre carré. C'est sa valeur symbolique. Dans la maison de mon père, et vaut des millions. Qui de nous accepterait, nous sommes tous des intellectuels, qu'on nous dise que dans mon village, on est en train de vendre la maison de ton père, puisqu'il doit. Donc, moi je pense qu'il faut ces questions de subjectives. Tant qu'on ne les prend pas et qu'on ne les gère pas, on peut avoir des difficultés dans la démarche. Je reviens chez les maires pour dire ce manque de concertation et le chef de village en a parlé. S'il n'y a pas de concertation, tu te réveilles, voilà, donc j'ai délibéré, c'est pour moi, ça marche. 50 euros. Je pense qu'il faut quand même favoriser la concertation. Puisque le maire, ce n'est pas le propriétaire des terres. Alors, c'est pour la communauté qui est là. Tu ne peux pas à 3 ou avec 5. Il y a d'autres expériences que je vais citer où on avait fait ce qu'on appelle une commission domaniale élargie. Et dans cette commission domaniale élargie, s'il y avait une demande d'affectation de terre, on associait tout le monde dans la commission. C'est presque une dizaine de personnes ou une quinzaine de personnes qui sont là. Représentants des agriculteurs, des chefs de village, des personnes impliquées dans le village. Et c'est tout ce beau monde-là qui participait aux échanges.
Ça fait passer l'information, déjà. Après, on a pensé à ce qu'on appelle les comités villageois paritaires. Monsieur le ministre, il connaît bien les comités villageois paritaires de Ndiop, même si Mme Bodia ne vient pas les voir souvent. Et les comités villageois paritaires, c'est des instances de délibération. Quand vous me demandez un terrain à Tchakle, donc je suis maire, tu me dis que je veux un terrain à Tchakle, moi je te renvoie au comité villageois paritaire de Tchakle. Et dans ce comité villageois et c'est un comité paritaire, il y a la représentation des jeunes, il y a la représentation des femmes, il y a les éleveurs, il y a l'imam, il y a le chef de village. Et c'est eux qui discutent. Et qui discutent avec l'opérateur. C'est une fois qu'ils ont discuté et qu'ils ont trouvé un accord que le conseil municipal délibère. Ça, c'est un exemple, je pense qu'on peut étudier et qu'on peut vraiment valider en termes de démarche. Alors, si vous me laissez parler, je vais le faire jusqu'à tard dans la nuit. Moi, je pense que je vais juste donc finir et parler sous forme de que c'est une question qui me préoccupe. Et donc, les acteurs qui sont là et qui nous ont invités savent que depuis 10 ans, je les sollicite pour pouvoir, n'est-ce pas, M. Draghi, pour réfléchir sur ces questions-là. Je finis par une simple proposition. Moi, je pense qu'il faut créer, à mon avis, un observatoire du foncier. Un observateur digitalisé du foncier ou autre. Et que toute personne, que ce soit une task force de communication très puissante, avec un COPRAF et dans cette logique, pour faire l'alerte. Moi, je me sens supplié dans ma terre, dans mon village, je n'ai pas d'acteur. Je saisis l'observatoire, je l'informe. Il porte la communication dans les radios, dans la paix, tout le monde, il s'informe. Et cet observatoire est l'obligation chaque année de sortir un rapport annuel pour dire que voilà le rapport annuel de l'observatoire. Voilà les bonnes pratiques que nous avons notées cette année. Voilà les nouvelles pratiques. Si vous osez le dire, c'est pas. En tout cas, ça serait bien. Et voilà ce qui risque d'arriver dans telle ou telle zone et qu'il faut gérer. Alerter, informer et sensibiliser. Et faire du portage institutionnel. Puisque ce n'est pas toujours le paysan spolié qui peut avoir la voix au chapitre pour communiquer et se prendre sur son sort. Les autres acteurs sont plus puissants pour communiquer. Eux, ils n'ont que leur force. Mais je pense qu'en ayant un espace qui peut porter leur message, ils peuvent en tout cas communiquer convenablement. Quand je vais m'efforcer à me limiter là, si tu me laisses parler, donc je ne serai pas limité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, mention spéciale à nos panélistes qui ont tenu non seulement à participer à ce panel, mais également à être panélistes. Alors, il y a beaucoup de recommandations qui ont été formulées. Nous avons bien noté le système de compensation à améliorer. La délimitation, ça veut dire qu'un investisseur peut avoir une parcelle quelque part et ne pas avoir la certitude que cette parcelle appartient à quelle collectivité territoriale. Alors ça, c'est sur la table, le débat est ouvert. La faible communication entre un investisseur qui vient et les communautés locales, ou bien une partie des communautés locales. Je me souviens dans le département de Rufisque, on a eu un problème pareil, conflit entre un investisseur et les communautés. Un ministre que je ne cite pas est venu sur le terrain. L'investisseur lui a dit, mais pourtant on a organisé des séances, etc. On a consulté. Il lui a dit, la prochaine fois, il faut faire des consultations sérieuses. Ça veut tout dire. Hein? C'est pourquoi quand le président dit qu'il y a une faible communication, donc nous pouvons réfléchir sur les formats, les dispositifs d'échange, de concertation, de consultation qu'on devrait mettre en place. Le président de l'AMS a cité des exemples.
je vois dans la salle la plateforme nationale de gouvernance foncière, le CRAFS, qui ont déjà expérimenté des outils locaux de concertation. Le président de l'AMS a cité par exemple les comités villageois, etc. Mais ce n'est pas loin de ce que le patronat a cité. La finalité est la même. C'est la concertation à la base, les échanges directs avec les populations à la base pour aboutir à ce qu'il a appelé une acceptation sociale. Monsieur le maire a mis le focus sur l'égalité et légitimité. Quand on parle de problèmes fonciers au Sénégal, forcément, on aborde ces deux aspects, l'égalité et légitimité. Les populations vont toujours vous dire, nous sommes les occupants légitimes. On a hérité ces terres de nos ancêtres. L'investisseur qui détient un titre d'occupation va vous dire, je suis l'occupant légal. J'ai un titre d'occupation officiel. Mais le président a proposé une chose. OK pour la légalité, mais avant d'arriver à la légalité, faites tout pour bénéficier de l'accord social. Nous avons des exemples au Sénégal. Un investisseur qui a un titre légal, mais aujourd'hui qui n'arrive pas à mettre en valeur. Et dans ce conflit que tout le monde connaît au Sénégal, vous n'allez jamais entendre l'ouverture d'un contentieux judiciaire. Parce que si on ouvre un contentieux judiciaire, ça veut dire qu'automatiquement, c'est l'investisseur qui aura raison parce que c'est lui qui détient le titre officiel d'occupation. Mais comme il y a risque de trouble à l'ordre public, le représentant de l'État a suspendu l'exploitation de cette partie litigieuse. Donc c'est un peu pour vous conforter, pour qu'on doit tout faire pour allier légalité et légitimité. L'Observatoire digitalisé, une des recommandations que nous avons également bien notées, le registre foncier unifié pour beaucoup plus de transparence et également que ça soit accessible. Une des recommandations que vous avez déjà bien notées. Et je termine là où le patronat avait terminé, c'est de passer d'un modèle d'un investissement subi à un modèle d'un investissement partagé. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre maintenant la température de la salle. On répète parce que ceux qui sont en ligne, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour leur donner la parole, on va voir après, mais pour le moment, voilà, pour le moment, si vous avez des questions, vous pouvez directement les verser dans le chat. Et après, si le temps nous le permet, on peut revenir sur ces questions. On peut même leur donner la parole, si le temps le permet et que si le réseau est encore stable. Mesdames, Messieurs, le micro est là. C'est un débat très ouvert sur les contributions. Mais juste dire qu'en fait, les panélistes, c'était juste pour introduire le débat. Ce n'est pas des conférenciers. Ce n'est pas des conférenciers, c'était juste pour introduire le débat. Maintenant, chacun parmi vous a son parcours. Des contestations des communautés. Et le rapport a montré que malgré que les entreprises créent des emplois, souvent ce sont des emplois précaires, le mode de rémunération n'est pas adéquat, les conditions de travail sont difficiles pour les jeunes et pour les femmes. Il y a aussi la question des pollutions environnementales qui ne sont pas souvent prises en charge correctement, la question de la pratique de la RSE, mais aussi la question du respect des engagements qui sont pris au cours des négociations et qui ne sont pas souvent respectés. Et après, l'étude a fait des recommandations et on a produit un guide qu'on appelle le guide pour l'investissement responsable au Sénégal. C'est pour cela qu'Al-Kader disait que le président de la République, quand il a fait un discours, il avait l'impression qu'il a partagé avec le chef de l'État. J'ai taquiné M. le ministre en lui disant
depuis que vous aviez déjà réalisé une étude en amont et que vous avez eu la chance après d'être conseiller du président de la République. Et j'ose espérer que vous avez puisé les résultats de vos recherches pour alimenter son discours. Et à la fin aussi, nous avons fait une recommandation sur un modèle d'investissement gagnant-gagnant. Mais aussi sur la mise à disposition des assiettes foncières, nous avions recommandé, si l'investissement veut une assiette foncière assez grande, qu'il y ait un échelonnement de la mise à disposition après les variations. On a eu beaucoup de recommandations dans cette étude et on a formulé un guide sur l'investissement responsable que nous pouvons partager avec vous. C'était juste quelques expériences que... Il faut que COPRAF intègre le comité technique sur les investissements. Et ensuite, à la suite, on avait envisagé de mettre en place un comité technique sur les investissements agricoles responsables. Et je pense qu'au cours même de cet atelier, le secteur privé était représenté par le Club des investisseurs du Sénégal. Je me présente, je suis Madame Bounia, née Ndiaye. Je suis chanceuse parce que je suis cérémoniée à Ndjola et je suis la responsable des programmes fonciers au niveau de l'IPA. Merci. Merci. Non, je vais être très court. C'est juste du point de vue technique, je voulais réagir en tant que membre en fait, de cette communauté de praticiens, un tout petit peu. Et vraiment féliciter. Bon, je pense qu'on a suffisamment fait. Féliciter l'initiative. Je pense que c'est une très bonne initiative qui permet effectivement à des acteurs de confronter leur point de vue et de voir maintenant qu'est-ce qu'on en tire. Parce que quand on écoute, on a toujours la frustration d'être dans des redondances parce qu'on dit des choses tellement importantes, qui sont tellement importantes et ils l'ont très bien dit, que ce soit le chef de village, l'investisseur ou le maire. Vraiment, je trouve que c'est excellent ce qu'ils ont dit. Et on ne peut pas dire plus que ça pour moi. Le temps était court, comme l'a dit monsieur le maire, mais je pense qu'ils ont dit l'essentiel. Maintenant, quand je regarde le panel, ce qui me manque, c'est deux choses. L'État n'est pas là et les paysans ne sont pas là, à peu près. Une classe aurait pu être là, plus quelqu'un de l'État, par exemple, pour avoir vraiment un panel complet sur cette perspective. Après, maintenant, tout le reste. APEX n'est pas là, APEX. Non, je parle pas de la salle. Ok, comme panéliste. Non, je parle du panel. Je ne sais pas qui sont dans la salle. Bon, mais ça, c'est, je me donne cette liberté un peu parce que je suis dans l'affaire. On est ensemble. Alors, l'autre point qui me semble important, par rapport à cette initiative que je salue, la communauté des praticiens du foncier au Sénégal, j'avais une petite question à notre chère, et la fille, je pense que ça, j'allais lui poser la question. C'est que, finalement, où est-ce que vous tirez vos moyens? Je vois que c'est des cotisations, je connais des histoires de cotisations très compliquées pour vraiment être indépendant. Et si on ne fait pas de prestations, on ne fait pas d'autres. Alors je vois nulle part où on a parlé de possibilité de faire des prestations payées, peut-être pour réinvestir, etc. En tout cas, ce qu'elle a présenté, ça ne figure pas. Donc c'est une question qui m'a taraudé l'esprit pour voir quel est votre modèle d'affaires de ce point de vue. Troisième point, et je ne vais pas être plus long que cela peut-être, c'est vraiment, moi j'ai envie d'entendre les trois panélistes nous dire c'est quoi l'élément central de divergence de fond qui existe par rapport à la réforme. Parce que je pense qu'ils ont dit des choses essentielles. Dans tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Et moi, je partage quasiment ce qui a été dit sur les contraintes, les propositions. Il y a de belles recommandations qu'ils ont faites. Maintenant, concrètement, au Sénégal, avec tout l'effort qu'on a fait, est-ce qu'on peut sortir 2-3 points de divergence majeure en dehors de... On pense que l'immatriculation généralisée n'est pas acceptée, on pense que non. Par rapport à eux trois, à leur expérience, est-ce que vous avez des points que vous pensez que... Et le privé va vous dire, ah non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on ait ce dialogue pour définitivement voir maintenant les points de blocage et améliorer justement la décision politique. Et vraiment, quand je me réjouis, je ne suis pas là en tant que ministre, je vais plus là être en tant qu'expert et écouter et apprendre. Merci encore. Tout à fait. Monsieur le maire, monsieur le président de la je vous remercie. Je pense qu'il n'y a pas eu de questions spécifiques. Je voulais tout simplement parler d'un point important, c'est sur la sécurisation du foncier. Alors, on parle souvent que c'est une revendication démocratique, une revendication populaire. Il faut sécuriser le foncier, il faut donner des titres aux paysans. Il y a certains qui
À un moment, ça a été même formulé, certains acteurs l'ont formulé dans le cadre du programme de réforme, monsieur le ministre. Je ne sais pas si ça a été tenu ou pas. Je pense que ça pourrait être un préjudice très dangereux. Ça a l'air très démocratique, très populaire de donner des titres à mes cousins sérieux qui sont là-bas dans mon village, qui gèrent beaucoup d'hectares, et qu'on leur dit, c'est des titres, vous pouvez le placer à la banque, comme ça on vous donne de l'argent. D'ici 10 ans, il y aura plus de terre, ça sera tout le foncier national. 5 ans. 5 ans, voilà. Donc il dit déjà 5 ans. Il n'y aura plus de terre pour le, comment dire, tout sera dans le prix. Et même l'État peut avoir des problèmes pour investir. Bon, il y a des procédures de contournement, bien sûr, mais je veux dire qu'il faut qu'on étudie cette question avec beaucoup de précaution. Un serreur qui a 100 hectares, qui lui dit que je te donne 5 millions, il va, en venant, il va amener 3 valises en pensant que c'est en ça qu'il va mettre, puisqu'il n'a pas cette notion d'argent. 5 millions, c'est beaucoup trop à peine. Voilà, donc tu as vu. Alors, moi je pense que cette question, on la revendique, on la pose. À un moment, ça a été formulé dans le programme de la réforme, mais il faut qu'on... Il y a des pays aujourd'hui, en Afrique, où ils n'ont plus d'espace. Toi, tu es privé par les privés. Et l'Afrique constitue aujourd'hui une destination de choix. Il faut qu'on soit prudent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup.